Série du réseau. Donc, cette web série portera sur les financements européens. Vous verrez que de toute façon, c'est le cœur d'Euclid et sur principalement les technologies innovantes et la gestion de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré à l'EIC Accélérateur et on va voir comment est-ce que ce guichet de financement va pouvoir accélérer le développement des innovations et des innovations de rupture. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, juste avant, donc, nous allons avoir deux interventions. La première sera par Monsieur Jérôme Billet, qui est point de contact national pour le lycée accélérateur, et Monsieur Guillaume Valdo, qui est de la société Vortex.io. Un petit point rapide quand même sur qu'est-ce que le réseau Euclid. Nous sommes un réseau d'acteurs de la région Centre-Val de Loire qui a été créé il y a quelques années, en 2016. Et le point de convergence de tous les acteurs qui y sont présents, ce sont les projets européens et l'accompagnement des acteurs du territoire sur les problématiques européennes. Slide suivante. Alors, quels sont les objectifs du réseau Euclid? Mais en fait, c'est d'offrir principalement un meilleur accompagnement aux acteurs du territoire, qu'ils soient académiques ou privés, pour monter et gérer les projets européens. Alors, ça passe par l'amélioration de la participation, ça a pour objectif d'améliorer la participation des acteurs de la région centre au programme européen. On essaie également de promouvoir les différents projets européens, programmes européens. Il y a des partages, des échanges, comme par exemple sur les web-séries que nous connaissons cette année ou l'année dernière avec un forum axé sur l'horizon Europe. On va essayer de mutualiser les actions entre partenaires, faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul, et de fournir l'aide à la décision sur les pouvoirs publics, notamment avec un appui à la région en matière d'accompagnement sur les projets en RDI. Slide suivante. Alors, qui est présent dans le réseau Euclid? Vous le voyez sur la slide, on est assez nombreux et avec des horizons divers. Tout d'abord, l'acteur principal, je dirais, c'est la région Centre-Val de Loire. Ensuite, nous vous retrouvez l'agence de développement DevUp, la CMER, qui est la cellule mutualisée Europe Recherche avec les universités de Tours, Orléans, le CNRS, l'INSA, des structures de recherche également, BRGM, INRAE, etc., des pôles de compétitivité et clusters. Vous y retrouvez le pôle DREAM, Cosmetic Valley, Polyméris, VGPolis, S22, Acantech Valley, Pôle Pharma. J'espère que je n'oublie pas de collègues. La Chambre de commerce, la CCI Centre-Val de Loire, ainsi que le Sultium, qui est une structure d'accueil de chercheurs internationaux, pour ceux qui ne les connaissent pas. Et enfin, l'ADRARI, à savoir la délégation régionale académique de recherche et d'innovation. Voilà pour qui nous sommes. Je ne passerai pas plus de temps sur le réseau Euclid. Si jamais vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à revenir vers nous, mais je passe tout de suite la parole à Jérôme Billet pour la présentation du programme EIC Accélérateur. C'est à vous, Jérôme. Merci beaucoup, Émilie, et merci beaucoup pour l'invitation, Euclid. Alors, effectivement, on va parler de EIC Accélérateur, mais pas que, puisque le EIC Accélérateur s'inscrit dans un programme communautaire qui s'appelle Horizon Europe, et qui couvre la période 2021-2027. Alors, je évoquerai quelques mots dans mon introduction sur le programme Horizon Europe. Et d'ailleurs, ça permettra aussi de mettre en relief sur la série de webinaires que vous a préparé Euclid. On va passer de suite à la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'est l'architecture du programme Horizon Europe. Plus de 90 milliards d'euros de budget. Alors, ce n'est pas forcément un chiffre à retenir, il faut simplement retenir qu'il y a du budget, que les entités françaises, que ce soit les entreprises comme les laboratoires ou les organisations en règle générale, ont leur carte à jouer au sein d'Horizon Europe et que la France, globalement, peut aller chercher plus de financement qu'elle fait aujourd'hui. Donc ce programme, il y a 3 piliers, certains vous diront qu'il y a un 4e, mais en tout cas c'est un pilier couché que je n'évoquerai pas. Le pilier 1, et je suis très schématique dans ma présentation, le pilier 1, ça sera plutôt sur la recherche amont, quoique sur les actions Marie Curie, les entreprises peuvent y trouver de l'intérêt notamment sur des actions favorisant la mobilité des chercheurs. Le pilier 2,
c'est le gros du budget, c'est plus de 50% de ces 90 milliards d'euros. C'est là où on va retrouver ce qu'on appelle les clusters, ce qui est indiqué ici, Paul, donc les thématiques. Et dans cette logique-là du pilier 2, c'est du projet collaboratif, c'est répondre à des appels à projets qui sont lancés par la Commission européenne, avec des niveaux de maturité technologique, d'entrée et de sortie qui peuvent varier d'un appel à un autre, mais on est bien sur une logique de collaboratif. Et qui dit logique de collaboratif, dit en entrée, typiquement la propriété intellectuelle, qui arrive avec quoi et qui va ressortir avec quoi à la fin du projet. Donc ça permet bien entendu de trouver tout un intérêt à participer au webinaire qui sera lancé par le réseau Euclid sur la partie propriété intellectuelle, et je crois que ça se fait également avec l'INPI et les CNRS. Là, très simplement, je réponds à des appels à projets, je forme un consortium, et c'est un financement qui peut aller de 70 à 100%. Sur le pilier 3, je ne vais pas tout évoquer, je vais faire un temps d'arrêt sur le Conseil européen de l'innovation. L'acronyme, c'est EIC pour la version anglaise, European Innovation Council. Néanmoins, au sein de l'EIC, on va y trouver l'accélérateur, mais il n'y a pas que l'accélérateur, et j'en toucherai 2 mots un peu plus tard. On peut passer à la slide suivante. Donc, vous l'aurez compris, ce Conseil européen d'innovation s'inscrit dans le pilier 3 d'Horizon Europe. Le constat qui a amené à la création du Conseil européen d'innovation, alors d'ailleurs, le terme de Conseil européen d'innovation, on peut imaginer un comité, oui, il y a tout ça, mais avant tout, c'est des appels à projets avec du financement, aussi bien pour le monde académique sur des appels à projets plutôt typés Pathfinder et ou Transition, et également pour les entreprises sur l'accélérateur, mais également sur Pathfinder et Transition. Donc le constat de départ dans le cadre d'Horizon Europe pour le Conseil européen d'innovation, c'est de dire, grosso modo, il y a une très bonne science, et finalement, ça débouche pas forcément, la transformation n'est pas forcément excellente entre cette science qui se veut d'excellence et des entreprises extrêmement innovantes. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est de dire qu'il y a des blocages, bien entendu, c'est au pluriel tout ceci, entre le passage à la science fondamentale, science amont, vers le marché. La collaboration entre recherche publique et entreprise est à renforcer, même si au niveau européen, et c'est vraiment dans cette dynamique-là que s'inscrit l'ensemble des programmes communautaires, donc ça fait quelques décennies maintenant, il y a bien l'idée de faire travailler conjointement recherche publique et entreprise, mais il y a toujours l'idée de faire beaucoup mieux. Et puis, il y a des difficultés de financement sur les innovations de rupture portées par les entreprises, et ça, c'est une réalité, et si on compare à nos camarades de jeu anglo-saxons, effectivement, les difficultés peuvent être un peu différentes. Passer à la slide suivante. Donc l'EIC, le Conseil européen d'innovation, donc c'est 10 milliards d'euros sur 7 ans versus au sein des 90 milliards du programme Horizon Europe. Il y a un focus qui est fait, qui est très clair sur tout ce qui est deep tech. Il y a des appels à projets open et challenge. Alors typiquement open, c'est ouvert, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est totalement bottom-up. On ne peut pas être hors sujet, on peut être en dehors du scope, c'est-à-dire du périmètre défini par un appel à projet, d'un point de vue maturité technologique ou type de bénéficiaire ou type de projet, mais en aucun cas, vous pouvez être considéré comme hors sujet en candidatant sur Open. Et puis, s'il y a Open, il y a aussi les challenges, donc approche top-down. La Commission européenne fixe des thématiques, plus ou moins ciblées d'ailleurs, ça dépend véritablement des programmes de travail et des années en général. Et on peut répondre soit en consortium, soit en mono-déposant. Point important, mono-déposant, dans le l'EIC Accélérateur, c'est la règle du jeu. Vous ne pouvez pas former un consortium, alors que le consortium est largement envisageable sur les appels à projets EIC, Pathfinder et Transition, mais en aucun cas sur l'appel à projet Accélérateur. Et il y a la volonté d'avoir un continuum de financement de TRL très bas, TRL 1 jusqu'à TRL 9, qui est TRL 9 au-delà, TRL 9, on est sur la commercialisation. Et point important, il y a un continuum de financement. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir déjà émargé un projet financé sur des TRL très bas pour pouvoir candidater, par exemple, à l'accélérateur. Donc, c'est des choses qui sont découplées. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ça vous permettra de mieux comprendre ce que j'ai dit jusqu'à présent, je pense. Donc, l'EIC Pathfinder, traduction par l'éclaireur. Je ne vais pas en parler beaucoup puisqu'il y a un webinaire dédié consacré au Pathfinder et transition, donc je vais simplement évoquer ça très rapidement. On est sur le niveau de TRL qui sont amont, TRL 1 à 4, transition, TRL 4, 5 en entrée jusqu'à 6, à 6 en sortie. Particularité sur le ICA Transition, il faut que ça soit la valorisation d'une technologie des résultats d'un projet déjà financé par la Commission européenne. Le ICA Accelerator, TRL 5-6 en entrée,
TRL9 maximum, donc on arrive à la fin. Et là, typiquement sur le IC Accélérateur, ça ne peut être que des PME, et comme j'ai dit précédemment, ça peut être que monodéposants. Dans le IC Accélérateur, on le verra un peu plus tard, bien entendu, mais en tout cas plus en détail, on est sur un financement dit blended par défaut, c'est-à-dire un mix entre la subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et l'investissement qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros, voire un peu plus sur certains appels à projets bien spécifiques. On va passer à la slide suivante. On rentre dans le IC Accélérateur. Donc, monobénéficiaire. Monobénéficiaire veut dire PME au sens communautaire et également sont admis les ETI de moins de 500 salariés. Besoin financier très important et risqué, c'est là où on retombe sur cette logique d'innovation de rupture de deep tech, c'est-à-dire que vous avez déjà probablement beaucoup dépensé d'argent pour arriver à un niveau de maturité TRL 5 ou 6. Il en faut encore plus pour être capable de faire de la mise à l'échelle jusqu'à la commercialisation. Et en règle générale, les investisseurs seuls, privés, sont un peu frileux pour pour aller sur ce type de projet. Donc il y a l'idée d'accélérer le déploiement de l'innovation de rupture que vous êtes en train de porter. Ce que j'ai évoqué précédemment, financement mixte et un point d'attention sur l'investissement de 15 millions d'euros, voire plus. C'est ce qu'on appelle, c'est un investissement qui se fait au travers du fonds EIC, mais un point essentiel, ce qui est indiqué en rouge, c'est que le fonds EIC n'a pas vocation à investir seul. Ce qui veut dire que, admettons que vous êtes candidat et demain l'aura le IC Accelerator, vous avez demandé un blended finance, c'est-à-dire une subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros, et également une intervention capitale, admettons de 15 millions d'euros. Le fonds EIC sera capable d'intervenir à hauteur de 15 millions d'euros, dès lors qu'il aura trouvé à minima 15 millions d'euros par des investisseurs, dont un qui assume le lead investor. Il assume l'investisseur être leader sur ce tour de table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui sera capable de faire la valorisation d'entreprise. Et les activités financées, TRL5 à TRL9, la partie subvention ne peut financer que de TRL5 à TRL8. Dès lors qu'on est TRL9, ça peut être que, c'est hors subvention, donc ça peut être que de l'investissement. Et bien entendu, l'investissement peut venir couvrir aussi ce qui n'est pas financé par la subvention sur les TRL plus bas. TRL5, c'est un minimum d'entrée, mais on voit des candidatures qui sont à TRL6 ou à TRL7. C'est la slide suivante. Donc, par défaut, le dispositif EIC Accelerator s'est construit autour de cette notion de blended, donc ce mix entre subvention et investissement. Néanmoins, il y a des alternatives, on a ce qu'on appelle le Grant First, c'est-à-dire je demande la subvention en premier, et à l'atteinte d'un jalon qui aura été déterminé, en général un jalon technologique est très souvent un jalon d'un point de vue plus orienté business, ça ouvre la porte des discussions avec le fonds EIC pour une intervention capitale. Il y a également le grand only, je demande que la subvention. Alors là, il ne faut pas se voiler la face, c'est mineur, hein, c'est largement minoritaire comme type de projet et comme type de lauréat d'ailleurs. Mais même quand vous demandez que la subvention, il faut être capable dans le dossier de candidature de justifier comment vous serez capable de venir cofinancer ce qui n'est pas financé par la subvention et de donner un sentiment de garantie d'assurance, je parle bien de sentiment de garantie d'assurance, je ne parle pas de la garantie ni de l'assurance, de votre capacité probablement à lever des fonds vers des investisseurs privés, que vous n'avez pas besoin de l'EIC et le fonds EIC sur la partie intervention capitale. Il y a également une notion d'equity only qui n'existe pas véritablement. En fait, equity only, c'est quand je demande blended finance et je demande zéro de subvention, mais qui s'adresse uniquement à des projets qui ont déjà reçu une subvention en grand only. C'est la slide suivante. Donc, il y a des changements qui ont été opérés entre 2022 et 2023, à savoir que sur les appels à projets, il y a toujours open, mais d'ailleurs, la majorité des candidatures se font sur open. Et il y avait 2 challenges qui étaient des gros challenges avec des challenges un peu fourre-tout et 7 challenges aujourd'hui plus ciblés sur 2023. Les dates de dépôt 2023, en règle générale, il y a 3 à 4 dates de relevé, ce qu'on appelle des cut-off par an. Il reste 21 juin et 4 octobre. Alors je dis il reste 21 juin, je vous le dis de suite, c'est impossible au 6 juin de candidater pour le 21 juin, puisqu'il y a d'autres étapes préparatoires. On est capable de candidater à la date de cut-off. Mais 4 octobre, là, c'est largement jouable et ce sont des dates qui sont communes aussi bien aux appels à projet EIC Accelerator Open comme Challenge. Passons à la slide suivante, ce qui nous permet de voir un peu la partie budgétaire. Donc, vous voyez, il y a un budget qui est largement conséquent sur la partie open, hein, plus de 600 millions d'euros. Et ensuite, on a les thématiques, donc les challenges. À noter, c'est un point important, qu'il y a ensuite de la redistribution entre thématiques et entre open.
L'idée, ce n'est pas de se dire il faut impérativement que la Commission européenne dépense 65 millions d'euros sur telle thématique. Si jamais elle n'est pas consommée, ça va être basculé au cours d'une date de relevé. Et c'est uniquement sur les challenges, là où il y a l'astérix, que l'investissement supérieur à 15 millions d'euros est possible. On va passer à la slide suivante. Alors, en termes de résultats, je l'ai dit en termes en propos introductifs, c'est que la France, globalement, pourrait récupérer plus que ce qu'elle met. Et ça, c'est une vision d'ensemble et c'est un discours, d'ailleurs en termes de politique publique, qu'on trouve assez régulièrement, qui est valable sur Horizon Europe dans son ensemble et né du passif Horizon 2020, qui était le programme précédent. Sur le vice accélératoire, la France se comporte plutôt bien. Alors quand je dis la France se comporte plutôt bien, les candidatures françaises se portent plutôt bien et les entreprises françaises ont un très bon taux de succès. Donc on va voir ça un peu dans le détail sur la slide suivante, où là on va voir 2021 et 2022 que très largement la France a un taux de succès qui est supérieur à la moyenne européenne, ce qui permet aussi de voir un peu, de marquer un temps d'arrêt sur les chiffres. Plus de 3000 candidatures en 2022, ça c'est à l'échelle européenne. On en avait 8%, un peu plus de 8% côté français. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit à chacune des étapes, à chaque fois que ça égrène, qu'il y a l'entonnoir, on le voit bien, la France se comporte beaucoup mieux avec un taux de succès qui est supérieur et donc avec une surreprésentation in fine. Et donc, vous l'aurez compris au travers de ce tableau, il y a différentes étapes que je vais décrire un peu plus tard sur cette notion d'auditionner. C'est-à-dire qu'avant d'être lauréat, il y a plusieurs étapes à franchir. Passons à la slide suivante. Donc ça, c'est simplement en résumé, 13% taux de succès français, avec un ticket moyen pour la France qui est assez élevé. Donc la France, les candidatures françaises sont plutôt gourmandes et demandent en règle générale des gros tickets sur la partie investissement, mais également sur la partie subvention. Le lien que vous voyez, alors je pense que c'est un lien cliquable, mais sur lequel on ne va pas cliquer aujourd'hui, en tout cas en direct, c'est le lien vers une plateforme qui vous permet de voir l'ensemble des projets déjà lauréats de l'EIC Accélérateur. Donc, vous pouvez voir les lauréats français, tout comme les autres lauréats européens, ce qui vous permet, je pense que c'est assez intéressant, de faire un travail de veille, peut-être des concurrents qui ont déjà été financés, ou de voir un peu la tonalité des projets déjà financés dans le cadre de l'EIC Accélérateur. Passons à la slide suivante. Sur le processus de candidature. Alors, il y a eu des changements assez importants qui ont été opérés fin de semaine dernière. Donc, il y a des propos choses que je vais dire qui sont non pas hasardeuses, c'est simplement que tout n'est pas stabilisé. Donc, dans cette nouveauté-là, on sait pertinemment qu'il y aura du changement, mais en tout cas, les grandes lignes, elles sont à peu près fixées. Sauf que le diable est dans le détail, notamment dans le dossier de candidature. Donc, sur le processus de candidature qu'on va voir, on va détailler sur la slide suivante, on le voit, la partie diagnostic, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, vous le laissez de côté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au lancement d'Horizon Europe et de l'EIC Accelerator, il y avait une plateforme qui devait être utilisée, une plateforme qui permettait de faire un diagnostic, de déposer ce qu'on appelle la short proposal, qui était la première étape de cette candidature. Ensuite, il y avait la full proposal et ensuite les interviews. Et une fois que tout ça a été positivement passé, j'ai été déclaré comme lauréat. Le gros changement qui a été opéré, c'est que depuis la semaine dernière, cette plateforme n'a plus lieu d'être utilisée. Donc, il y a des choses qui vont profondément changer sur la façon de candidater également sur les templates, c'est-à-dire les modèles de documents et de dossiers à compléter. Donc, je vais aller sur ce qui est le plus évident, en tout cas ce qui semble ne pas bouger jusqu'à présent. Il y a des dossiers que je laisse de côté. La première étape d'une dossier de candidature sur le VC Accelerator, c'est ce qu'on appelle la short proposal. L'étape 1. Là, c'est ouvert en continu. Il n'y a pas de question de date de relevé. Vous pouvez très bien candidater le 6 juin. En règle générale, quand les choses sont stabilisées, il faut compter 4 à 5 semaines avant le retour d'évaluation. Jusqu'à présent, on répondait à des questions, une trentaine sur cette fameuse plateforme. Demain, ce sera peut-être moins de questions, mais en tout cas, ce ne sera plus sur la plateforme, en tout cas une plateforme autre. Et en règle générale, il fallait également joindre, et ça devrait rester tel quel, un pitch deck de 10 slides et également une vidéo de 3 minutes. Là, ce sont 4 évaluateurs qui se penchent sur votre dossier et il faut à minima 2 go sur 4, donc 2 évaluateurs sur 4 qui disent « Votre projet, j'y crois, on a envie de le voir en full proposal ».
Si vous avez un go sur cette étape-là, vous avez également de l'accompagnement qui est proposé au travers de coachs qui sont référencés sur l'IIC. Il y a 24 heures d'accompagnement qui sont valables. Mais attention, ces 24 heures d'accompagnement ne sont en rien du temps consacré à un coach pour rédiger pour vous la full proposal. C'est du coaching au sens, tiens, j'ai envie de savoir quelle est la réglementation sur tel DM, par exemple, sur tel dispositif médical. Voilà, j'ai besoin d'un coach, j'ai envie de savoir comment je peux faire pour attaquer le marché allemand. Voilà, je peux trouver un coach qui connaît très bien le marché allemand, par exemple. Mais ce n'est pas des gens qui seront opération main dans le cambouis, qui vont rédiger pour vous le dossier. Ce n'est pas du tout le même exercice. Donc, une fois que vous avez été positivement reçu à l'issue de la short proposal, vous rentrez dans le gros du morceau, c'est-à-dire la rédaction de la full proposal. Les choses ont largement changé, ça c'est clair, depuis la semaine dernière. Donc, vous voyez, j'ai laissé volontairement visible, mais c'est rayé, le fait qu'il y ait une plateforme Internet qui est 100 à 200 questions. Il y a un nouveau template qui a été créé avec la volonté d'avoir un dossier qui est réduit à 50 pages, donc 50 pages maximum, avec toujours la nécessité de fournir un pitch deck très important, qui n'est pas conditionné en termes de nombre de slides, mais très important puisque c'est ce même pitch deck qui devra générer un effet wow à l'évaluateur de la full proposal, donc cette étape longue, mais également c'est le même support avec interdiction de modifier qui va vous aider à pitcher lors de l'interview. Donc vous voyez bien, c'est un support qui n'est pas évident puisqu'il doit être autoportant à la lecture d'un évaluateur, mais également suffisamment séduisant pour porter votre discours pendant 10 minutes lors de la session d'interview si jamais vous êtes retenu à l'issue de la full proposal. Bien entendu, il faut fournir aussi des lettres d'intention, d'investisseurs potentiels, des lettres d'intention de clients ou de prospects, de gens qui sont légitimes pour parler sur votre projet et pour démontrer finalement qu'il y a une certaine forme de traction de marché. Temps de travail, quelques semaines à quelques mois, oui, effectivement, c'est une palette très large entre quelques semaines et quelques mois. Ça dépend de la maturité du projet, ça dépend de la maturité de l'équipe, si vous avez déjà fait des business plans, si vous êtes rodé à cet exercice-là, donc c'est forcément très, très variable. Et point important à souligner, que je n'ai pas souligné jusqu'à présent, c'est qu'entre le moment où vous avez reçu le go de la short proposal et le moment où vous pouvez candidater à la full proposal, vous avez 12 mois. Donc, vous pouvez très bien faire ça 2 semaines après si vous le souhaitez, mais quoi qu'il en soit, il faudra respecter les dates de cut-off, dates de relevé donc des dossiers full proposal. Là, ce sont 3 évaluateurs qui vont se pencher sur le dossier. Jusqu'à présent, c'est là où ça peut évoluer un petit peu en termes de processus d'évaluation et de critères, mais il y avait 9 critères. Et il fallait impérativement 9 go sur 9. Alors, il y avait 3 familles de critères, pardon, les 3 évaluateurs. Donc, ça faisait 9 go sur 9. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 évaluateurs disaient, quel que soit le critère, votre projet est génial, on y croit. L'évaluation se fait sous 5 à 6 semaines. Et une fois que vous êtes retenu à l'issue de la full proposal, ce qui vous attend, c'est l'interview face à un jury de 4 à 6 membres, dont en règle générale quelqu'un qui est du fonds EIC, qui participe mais qui ne délibère pas. Vous avez 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses sur lesquelles vous serez passé sur le grill. 35 minutes de questions-réponses, ça fait une bonne 50aine de questions. Donc, c'est un exercice sur lequel il faut impérativement se rôder, mais Guillaume pourra nous en toucher de mots puisqu'il est passé par là. Et lorsque l'interview se passe bien, ou pas bien, en tout cas, peu importe le ressenti, mais lorsque vous avez été déclaré lauréat, ce qu'on souhaite tous, bien entendu, pour les entreprises françaises, eh bien, la Commission européenne annonce officiellement que vous êtes lauréat de l'EIC Accelerator. Néanmoins, point essentiel, on pourrait faire apparaître une autre colonne à ce tableau-là. Ce n'est pas parce que vous avez été lauréat que les choses s'arrêtent là et que tout est gagné, puisque sur la partie equity notamment, intervention capitale, si vous avez opté pour le blended, eh bien, il y a une discussion, ce qu'on va appeler une due diligence, donc une analyse approfondie de votre dossier, qui peut très bien remettre en cause le fait d'avoir été annoncé comme lauréat. Donc, on peut arriver à une situation un peu paradoxale, mais qui existe, qui est de dire, le fonds ISI ne croit pas dans votre projet, ou pour différentes raisons ne veut pas investir dans votre projet, donc vous n'aurez pas l'argent côté investissement. On peut passer à la slide suivante. Alors, les critères d'évaluation, c'est ce qui est utilisé jusqu'à présent. C'est pour montrer un peu la teneur. Ils vont peut-être changer, mais néanmoins, on sera quand même sur ces grandes lignes, quel que soit le template qui sera utilisé. La formulation va peut-être un peu varier, mais on est sur les choses classiques qu'on retrouve dans un business plan. Là où ça change, c'est peut-être la formulation et ses familles de critères, excellence, impact et niveau de risque, qualité de l'implémentation, les besoins de l'Union européenne. Famille de critères d'ailleurs qu'on trouve quels que soient les dispositifs, même sur les financements collaboratifs, c'est la même chose.
Là où les sous-critères, par contre, sont spécifiques à l'EIC Accelerator. Donc, on parle bien de rupture, on parle bien de marché, on parle bien est-ce que c'est bon timing, on parle bien de la faisabilité technologique, on parle bien de propriété intellectuelle. Tout ce qui relève de l'impact et du potentiel de scale-up, c'est-à-dire mise à l'échelle et capacité à s'étendre à l'échelle européenne et internationale, sont des éléments qui sont bien entendu évoqués, tout comme la partie analyse concurrentielle et la stratégie en termes de commercialisation et bien entendu tout ce qui est chaîne de valeur avec l'équipe partners. Donc on le voit bien, tout comme ce qu'on retrouve sur la troisième famille de critères, à savoir l'équipe, les différents jalons, le niveau de risque sur la partie investissement et le plan de contingence sur les risques, on est sur des codes très classiques de ce qu'on retrouve dans un business plan. Donc c'est une formulation un peu spécifique, néanmoins on reste sur l'ADN business plan. On va passer à la slide suivante. Alors, vous l'avez compris, c'est un travail qui est loin d'être anodin, c'est-à-dire il y a du temps passé, je laisserai Vortex en parler, mais ça a été monté par BPI France, des actions, en tout cas des dispositifs qui permettent d'avoir une aide à l'accompagnement. On va aller regarder en détail sur la slide suivante. Sur le Diagorop, avec le Diagorop. Alors, Diagorop permet typiquement, c'est le dispositif que vous pouvez mobiliser pour avoir de l'aide au montage par des cabinets conseils qui sont spécialisés, d'ailleurs qui sont référencés pour certains chez BPI France. C'est une prise en charge à 50% du montant maximal de la prestation qui est de 20 000 €. Donc, c'est-à-dire que vous avez une aide de 10 000 € hors taxe que vous pouvez demander. Bien entendu, il faut que ce soit retenu, mais c'est un dispositif qui est très léger en termes d'instruction. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous foncez sur le IC Accelerator, assez rapidement de faire la demande du Diagorop. Vous avez les personnes et les adresses qui s'offrent à vous, et tout se fait en ligne dans un premier temps via la plateforme. On va passer à la slide suivante. Donc ça, c'est les éléments sur comment déposer une diag, ce que j'indiquais. Alors c'est bleu sur fond bleu, c'est pas l'idéal, mais le site est fonctionnel sur le site Diagorop qui me permet de faire la demande en ligne. Passons à la suite sur les liens utiles, alors qui vont changer, parce que dans ces liens utiles, on le voit sur la slide d'après, typiquement, on a créé côté PCN une boîte à outils avec différents documents qui sont référencés. Des choses ont déjà bougé. On est en train de refondre tout ça, c'est-à-dire de mettre à jour les documents, notamment les guides pour le déposant. Les choses ont changé. La foire en question, il y a ici avec les nouveaux templates. Tout ça est en train de changer et ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. Donc, il faut laisser du temps au temps, mais pas trop, parce que les entreprises sont quand même nées dans le guidon pour préparer leur dossier. Donc, tout ça, c'est un document, une page de référence. Je vous invite à la consulter assez régulièrement. Slide suivante. Slide suivante également. C'est l'équipe. Alors, je ne suis pas tout seul. Moi, je suis Jérôme Billet. Gorka sur la coordination, et donc lui est à 100% au ministère de la Recherche. Carole, Christian et Gilles, on a par ailleurs d'autres casquettes et on a du temps consacré sur la fonction PCN EIC Accelerator en parallèle de nos fonctions. ANRT pour Carole, BPI France pour Christian et Gilles et ASRC France Innovation quant à moi. Vous avez l'adresse générique qui est présente ici, donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions sur le EIC Accelerator, n'hésitez pas. C'est fléché vers tout le monde, c'est peut-être Gorka qui répondra dans un premier temps, mais n'hésitez pas, on est à disposition. Il y a le site internet du PCN EIC Accelerator sur le site horizon europe.gouv.fr. On est également présent sur LinkedIn, ce qui permet d'avoir l'actualité, par exemple, sur les changements qu'on connaît côté UX Accelerator. On a publié également sur LinkedIn. Et si vous souhaitez avoir de l'information un peu en continu sur l'accélérateur et le IC, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste relais. Donc, c'est le dernier lien présent sur cette planche. Et je crois que j'en ai terminé et je reste à disposition, bien entendu, pour les questions, s'il y a des questions. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on enchaîne avec le retour d'expérience de Monsieur Valado et on prendra un temps de questions sur le dernier quart d'heure. Guillaume, je vous laisse la place. Merci Émilie, merci Jérôme pour cette présentation pour le moins exhaustive. Enchanté, donc je suis Guillaume Valado, je suis le président et cofondateur de la société Vortex.io. Donc Vortex.io est une société qui développe le premier service de prévision des cours d'eau en temps réel. On pourrait dire assez d'actualité par rapport aux événements que l'on vit actuellement, pas plus tard notamment que ce week-end sur la région lyonnaise. Donc l'idée de Vortex est venue d'une idée des cofondateurs, puisqu'on est deux cofondateurs. On a travaillé 15 ans dans le domaine du spatial et on a eu envie de
utiliser le transfert de technologies du spatial vers le domaine de l'observation des territoires et plus particulièrement des cours d'eau pour prévenir les inondations et les sécheresses auprès des populations qui en ont besoin de manière mondiale. Voilà pour l'introduction sur Vortex. Donc, je vais essayer d'être linéaire par rapport à notre expérience EIC Accelerator. Donc, nous, l'expérience de l'EIC Accelerator, elle s'est manifestée il y a à peu près maintenant une bonne année et demie, voire 2 ans, en 2021, quand Jean-Christophe et moi nous sommes rendus compte que aller sur un domaine aussi politique, aussi complexe que l'eau, pour lequel il y a énormément de directives, de stratégies à des échelles européennes, imaginez que d'aller chercher un EIC Accelerator, ça pouvait avoir du sens et ça pouvait faire un peu la suite des premières aides qu'on avait obtenues, notamment à l'échelle de la France. Donc, nous, on est en région Occitanie, on est à Toulouse, donc la région est très dynamique du point de vue des aides pour les startups, donc on a pu en bénéficier. On a aussi pu bénéficier d'un certain nombre d'aides de la part de BPI France et on avait notamment gagné en première année un concours Innov qui nous avait permis on pourrait dire, de mettre le pied à l'étrier. Donc, c'était assez intéressant. Mais la limitation, c'est que démarrer un business dans le domaine de l'eau, ce n'est pas évident parce que c'est un domaine sur lequel il y a beaucoup d'acteurs, un domaine qui est assez conservateur et donc venir apporter de l'innovation et de l'innovation de rupture, c'était pas simple. Donc, on a dû faire face à de nombreux, on pourrait qualifier ça de détracteurs, hein, tout simplement, mais on a dû faire face à tout ça et donc on a imaginé l'idée d'aller chercher un soutien européen parce que l'Europe est très investie dans cette stratégie de résilience des territoires face aux risques naturels. Et donc, pour nous, aller chercher un soutien européen, ça avait du sens, aussi bien au niveau rayonnement qu'au niveau financier, parce que l'EIC Accelerator, ce n'est pas simplement un soutien financier, c'est aussi un très, très fort tremplin pour le rayonnement, pour la communication d'une start-up, donc de 2 ans, enfin maintenant on a 3 ans. Donc on a démarré une short proposal de mémoire, ça devait être en mars ou avril 2021. On a reçu une acceptation de la short proposal assez rapidement, au début d'été. Et donc là, comme le disait très justement Jérôme, on avait 1 an pour préparer la full proposal. Donc, on a commencé à rayonner autour de nous pour savoir un peu qui, dans notre entourage, dans le domaine du spatial, quelles sont les startups qui avaient déjà monté un dossier EIC Accelerator. On n'avait pas trop de connaissances, mais on avait un fort soutien, et on l'a toujours d'ailleurs, du pôle Aerospace Valley à Toulouse, qui est un pôle thématique très, très développé, notamment un peu comme Euclid sur l'accompagnement sur des projets européens en région Occitanie et pour les entreprises du spatial. Et donc, on a fait quelques réunions pour avoir les billes nécessaires pour pouvoir démarrer ce projet-là. On s'est vite rendu compte que ça allait être un énorme pavé à rédiger. Alors, par chance, on est 2 cofondateurs, comme je dis, qui avons travaillé une quinzaine d'années dans le spatial. Donc, rédiger des appels d'offres en anglais et rédiger des pavés de plus de 200 pages, on savait déjà bien faire. Mais c'est loin d'être suffisant. Donc, mon premier conseil en tant que fondateur de boîte, c'est déjà attendez-vous à un travail dimensionnant. Mais nécessaire et très pertinent parce que le EIC Accelerator, c'est une ambition de la boîte sur les 5 prochaines années, même si le dossier est rédigé pour un projet de 2 ans ou un peu plus. On trace la direction de la boîte pour les 5 prochaines années, donc c'est vraiment, vraiment une très forte introspection pour les fondateurs. Et immédiatement l'ambition de savoir où on veut aller si on gagne cette EIC Accelerator. Donc, on a eu cet accompagnement du pôle Aerospace Valley, on a eu de l'accompagnement des PCN, notamment Gorka, Jérôme, qui ont été à côté de nous pendant notre préparation. On s'est lancé, je pense, dans la rédaction de la full proposal fin 2021, début 2022, et on a soumis à une première cut-off en mars qui s'est soldée par un échec. On a eu 2 évaluateurs sur 3 qui avaient donné un go, un 3e qui avait donné un no-go. Donc, on avait, disons, des révisions mineures à apporter au dossier pour pouvoir passer les 3 évaluateurs. Et on a eu un premier go officiel avec les 3 évaluateurs en juillet 2022. Voilà, donc il y a à peu près 1 an.
Et donc là, on avait, comme le disait Jérôme, quelques semaines pour préparer l'oral. Donc, c'était un peu plus long comme on était en période estivale, c'est peut-être ça qui justifie, mais la préparation de l'oral, je crois qu'on a eu une réponse le 15 juillet, on a présenté l'oral début septembre, donc on a eu un peu plus d'un mois là pour préparer l'oral. Et c'est un travail assez conséquent, je vais revenir un petit peu là-dessus, je vous donne d'abord un peu la timeline, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée du temps que ça prend. Donc, on a eu un premier interview en octobre 2022 qui s'est soldé par un échec. Mais on avait vraiment l'ambition de le décrocher, cet EIC, parce que c'était vraiment important pour nous. Donc là, on avait postulé dans un challenge et on a décidé on a eu le Seal of Excellence qui nous a permis de repostuler immédiatement sur la full proposal. Donc, on a décidé de repostuler dès le début de 2023 pour la cut-off de janvier parce que l'erreur que l'on avait faite et qui a bien été précisée par Jérôme, et nous, on avait peut-être omis cette chose, c'est que le pitch que l'on soumet au moment de la soumission de la full proposal, c'est le pitch que l'on garde pour l'oral et que l'on ne peut pas modifier. Et nous, on avait soumis un pitch très traditionnel, j'ai envie de dire, plutôt un pitch investisseur. Et donc, on a eu du mal à convaincre le jury qui était en face de nous de la pertinence de notre projet EIC Accelerator. Et donc, on n'a pas trop retravaillé le dossier en lui-même parce qu'il avait été très bien accueilli. Les commentaires avaient été plus ou moins dithyrambiques. Donc, on a gardé l'essence même de notre dossier qui est, j'ai envie de dire, le core business de la société. Et on a refait à la fois la partie financière et à la fois la partie pitch. Et donc, on a eu de nouveau une acceptation de l'écrit en janvier et on a passé l'oral début mars. Et donc, voilà, on a obtenu le grant only de 2,5 millions à la fin du mois de mars. Donc, vous voyez qu'entre mars 2021 et mars 2023, il s'est écoulé quasiment 2 ans. Donc, déjà, j'ai envie de dire, l'EIC, c'est une projection sur du long terme avec un effort très, très conséquent à fournir. Ça, c'était mon premier retour. Deuxième retour qui va être plutôt sur la full proposal, il faut vraiment vous préparer à un travail dense qui nécessite énormément d'investissement, même si vous faites appel à un cabinet extérieur, même si vous faites appel à des consultants pour vous accompagner, ce que nous avons fait. C'est un investissement de la part des fondateurs qui dure plusieurs mois. Nous, on a dû, je pense, y passer 4 ou 5 mois, pas en full time, mais de manière très, très, très assidue, travailler le soir, le week-end, les vacances. Donc, il faut y être préparé. Voilà, j'ai envie de dire que la récompense est à la hauteur de cet investissement. Il n'y a que très peu de pourcents de boîtes qui gagnent ce concours, je crois 3 ou 4% d'après mes souvenirs. Jérôme pourra peut-être confirmer ou infirmer ce chiffre. Mais bon, voilà, le gain est vraiment à la hauteur de l'investissement. Moi, j'ai trouvé l'exercice super, mais ça veut dire quand même que pendant ce temps-là, le normal work est quand même un peu mis entre parenthèses. Nous, on était à cette époque-là une boîte d'une dizaine de personnes. On faisait 300 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'après, on faisait le double. Donc, il fallait quand même assurer l'existant. Et donc, voilà, on est arrivé avec ce bon dossier à l'oral. Et puis, l'oral, comme je vous le disais, on s'est vraiment, je pense, voilà, trompé d'interlocuteurs, enfin d'acteurs en face de nous. Et donc, on l'a joué un petit peu facile parce que le dossier avait vraiment mis beaucoup de temps pour être rédigé. Donc, on a gardé un pitch traditionnel. Mais la deuxième fois, on a retravaillé complètement notre pitch. Et surtout, on s'est entraîné parce que faut savoir que la session orale, c'est 10 minutes de pitch et puis ensuite 35 minutes de questions-réponses à hauteur d'une question-réponse par minute, globalement. Donc, il faut avoir préparé des dizaines de questions. Il ne faut jamais hésiter. Il faut être très clair. Il faut montrer vraiment le leadership d'un fondateur. C'est vraiment à ce moment-là qu'il se révèle pour montrer quelle va être la direction que l'on va donner à sa société pour son business dès lors où le jury va appuyer sur le bouton vert. Et ça, c'est vraiment important de montrer que vous êtes dans les starting blocks, qu'il ne va pas se passer 6 mois entre le moment où vous allez gagner votre EIC et le moment où ça va démarrer. Voilà, donc ça, c'est un point très important. Voilà pour la partie préparation du dossier. Je peux peut-être juste, du coup, maintenant qu'on a gagné depuis le mois de mars, je peux vous dire un peu où on en est parce que je pense que c'est important aussi de voir le follow-up là-dessus. On a démarré depuis 2 mois déjà une phase de recrutement intense. Donc, dans le cadre de notre projet, qui est un projet en grant only, on va partir d'un TRL 5 pour arriver à un TRL 8. Donc, on va avoir besoin de dimensionner la team.
On est 18 actuellement, on a ouvert une vingtaine de postes, juste dans le cadre de l'EIC, pour doubler l'effectif globalement dans les 2 prochaines années. Ce qui veut dire 2 choses, ce qui veut dire que vous avez un soutien très fort pour assurer vos 2 prochaines années de trésorerie, j'ai envie de dire, mais ce qui veut dire aussi qu'il faut aller chercher tout de suite plus loin, à la fois du chiffre d'affaires, à la fois de l'investissement, puisque les 2,5 millions représentent 70% du montant global du projet. Donc, il faut déjà être une boîte qui a aussi l'objectif d'aller lever des fonds. Voilà, donc qui a déjà un peu préparé tout ça. Et donc, c'est notre cas. On a démarré simultanément à cette EIC, on a démarré le cursus de levée de fonds en site pour Vortex. Donc, on est en plein dedans. Mais c'est important d'avoir ça en tête parce que ça demande aussi beaucoup de travail des fondateurs, d'aller lever des fonds. Et puis, continuer à développer la boîte puisque l'idée, c'est quand même qu'après cette EIC, les postes ouverts soient pérennisés, le chiffre d'affaires se soit développé et que vous ayez ouvert votre business à l'échelle, pour nous, c'est une échelle européenne, mais voilà, une échelle assez grande pour pouvoir accélérer, puisqu'on est quand même dans une phase de scale-up grâce à l'EIC Accelerator. Voilà, donc c'est important. Et donc, nous, on a ouvert ces postes, on a commencé à les pourvoir. Il faut penser à tout ce qui est autour. Déjà, l'équilibre des équipes, le fait d'embaucher des gens de manière conséquente. Il faut retrouver un nouvel équilibre d'équipe. Il faut envisager d'avoir des locaux qui peuvent accueillir toutes ces personnes. Il faut vraiment se projeter dans la suite. Et c'est vrai que nous, finalement, avec le recul, je me dis que c'était bien d'avoir un an pour anticiper tout ça parce que on savait où on voulait aller, on sait toujours très bien où on veut aller avec le IC Accelerator. Et c'est important justement de vous faire comme retour le fait qu'il faut être prêt et qu'au moment où le go est donné, il faut direct déclencher et démarrer. Avec le bémol près qu'il faut quand même attendre la signature officielle du contrat, puisque les dépenses éligibles ne sont considérées qu'à partir du moment où le contrat est signé. Donc nous, on a eu l'acceptation fin mars, on a eu des encadrants de l'EIC très réactifs, avec qui on a fait pas mal de réunions dès le début du projet, donc tout en anglais. Là aussi, il faut être bien préparé, parce que voilà, le chef de projet, on pourrait dire, qui prend ce sujet en charge, il va être full-time dessus pendant 2 ans, donc il faut y être préparé, il faut avoir quelqu'un qui a quand même les épaules assez solides. Et puis, on a eu très rapidement le premier financement. Donc là aussi, la première phase de financement, c'est globalement la moitié du montant en enlevant quelques frais de garantie qui sont gardés pour un paiement du solde à la fin, l'ordre de 5 ou 10%, je ne sais plus exactement, mais on reçoit quand même une somme très conséquente dès le début. Donc nous, on a reçu cette somme là il y a quelques jours, début juin. Et donc vraiment, on rentre dans cette phase d'accélération forte où on recrute les profils, on crée notre produit, notre service. Nous, on travaille dans notre domaine avec la France et la Croatie. Donc, il faut aussi politiquement, avec les gouvernements, avancer dans les relations publiques. C'est très, très important. Et encore une fois, je réinsiste sur le fait que ça ne reste pas que du financement. C'est aussi un très fort accompagnement des PCN, de toutes les personnes bienveillantes qui sont dans ce cursus pour essayer de faire de ce service ou de cette innovation quelque chose qui va servir à relativement court terme, puisque l'idée de se dire que d'ici 2-3 ans, une boîte tourne, c'est quand même du très court terme. Mais voilà, nous, on est vraiment très heureux d'avoir gagné ce prix. On est très reconnaissant envers la Commission européenne et envers tous les gens qui nous ont accompagnés. Et bien entendu, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et auxquelles je n'ai certainement pas répondu pendant cette présentation. Et même après la réunion, voilà, peut-être qu'Émilie pourra laisser mes coordonnées dans le chat. N'hésitez pas si vous avez besoin de discuter de votre possible soumission à l'EIC Accelerator, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous répondra avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce retour d'expérience très, très complet. Écoutez, place aux questions. Alors, j'en ai vu une première apparaître dans le chat. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à allumer votre micro. Je peux répondre autrement sur la première question. Donc, sous quelles conditions un ancien lauréat EIC Accelerator pilote qui a eu uniquement obtenu du grant peut demander de nouveau obtenir du grant
en plus de l'equity, c'est totalement possible. C'est-à-dire que lorsque vous avez été lauréat, soit instrument PME, soit le IC Accélérateur dans sa version pilote, c'est-à-dire les 2 dernières années d'Horizon 2020, vous avez déjà été lauréat, mais ça n'empêche pas de recandidater. En revanche, vous devez impérativement vous présenter comme n'importe quel candidat, à savoir candidater dès la première étape, la short proposal. Il n'y a pas de passe-droit ou quoi, ou que sais-je. Vous êtes au même rang que n'importe quelle candidature. Moi, je peux peut-être répondre à la deuxième question sur le grant only ou pourquoi pas du grant plus equity. En fait, c'est une question, je pense que l'on peut se poser à toutes les étapes de développement de la boîte. Moi, j'ai trouvé la slide de Jérôme très, très claire sur pourquoi du grant only, pourquoi du grant first, pourquoi du grant plus equity, de l'equity only. Nous, en fait, on avait fait une première phase de démonstration de notre service à une échelle restreinte, une échelle européenne, mais très restreinte, et qui était simplement de fournir de la donnée en temps réel pour de la surveillance des cours d'eau. Voilà. Mais là, en fait, l'ambition de Vortex, c'est vraiment de créer les jumeaux numériques des cours d'eau, c'est vraiment de créer ce premier service de prévision des cours d'eau en temps réel. Ça demande beaucoup de développement algorithmique, ça demande beaucoup de développement hardware. Et donc, pour monter ce service de toute pièce, on redescend les échelons en termes de TRL. Et donc là, on s'est considéré plutôt être un TRL 5. Et donc, pour nous, on n'était pas encore dans la phase où on allait avoir besoin d'avoir forcément du financement en equity. On pense que justement, avoir du grant only plus du chiffre d'affaires, c'était intéressant. Et pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait aussi d'ores et déjà démarré une levée de fonds en seed que l'on continue. Et donc, voilà, on s'est dit qu'en ayant le grant only et en continuant à avancer sur notre levée de fonds en seed de manière indépendante, ça pouvait être favorable justement pour pas trop demander à la Commission européenne, laisser aussi peut-être des boîtes qui ont besoin d'avoir beaucoup plus de financement et d'aller encore plus vite que Vortex, de pouvoir demander ces financements. Et voilà, on aurait pu faire du grant first. Je pense qu'on aurait pu faire du grant plus equity. Enfin, le projet, il est cohérent avec les ambitions de la boîte. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de savoir quelle boîte vous êtes en train de faire, où vous voulez aller, à quoi va servir ce financement. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir répondre aussi à quel type de financement vous allez demander. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Il y a deux options. Soit on n'a pas été clair du tout et donc il y a tellement de questions qui ne savent plus par laquelle commencer, soit on était tellement clair qu'on a déjà répondu aux questions avant même les questions. Bon, peu importe l'option. Néanmoins, en plus, Guillaume a tendu la perche. Vous pouvez nous contacter. Et nous aussi, bien entendu, PCN, il y a l'adresse générique. Ouais. On est là pour ça. Ouais. Alors, Jérôme et Guillaume, si vous voulez tout de suite mettre dans le chat là, vos coordonnées, après, on peut, de toute façon, l'un comme l'autre, on vous retrouve facilement sur les réseaux et sur, sur vos sites internet respectifs. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, alors s'il en vient, n'hésitez pas à contacter, que ce soit nous sur le réseau Euclide ou bien Jérôme et Guillaume. En tout cas, on va vous retrouver la semaine prochaine. Donc, on aura l'épisode 2 de la web-série du réseau Euclide qui portera sur la propriété intellectuelle dans les projets européens et projets collaboratifs au sens large. Donc, on espère vous y retrouver nombreux. Je ne sais pas si les collègues avaient d'autres interventions, d'autres petits points à aborder. N'hésitez pas. Non, pas de point abordé, juste remercier l'ensemble des participants et puis Jérôme et puis pour le témoignage aussi, voilà, remercie grandement d'avoir témoigné. C'est des guichets qui sont voilà, un peu complexes, mais
voilà, on tenait à les présenter. Merci à tous. Merci beaucoup. Effectivement, des guichets qui demandent un investissement. On parle souvent d'investissement financier, mais là, il faut rappeler, et vous l'avez très, très bien décrit, un investissement en temps, et c'est quelques week-ends et soirées sacrifiées pour le projet, mais le jeu en vaut la chandelle. Mais je rejoins Lydie pour vous remercier tous les deux pour vos interventions. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et n'hésitez pas à venir vers tout le monde si vous avez d'autres questions. À très Merci. bientôt Bonne et journée. surtout la semaine Merci prochaine. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.